matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, comme je vous le disais, je reçois Pierre Lelouch. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, le célèbre IFRI, ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac et député gaulliste. Vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes, au commerce extérieur également, spécialiste des questions internationales. Vous avez présidé l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je parle de tout ça. Vous avez aussi été négociateur pour la France de la plantation à Cadarache du réacteur de fusion thermonucléaire et représentant spécial de la France pour l'Afghanistan-Pakistan. J'en parle parce que vous en parlez dans votre livre et que toute cette expérience, en plus, enrichie évidemment de vos lectures et de grands penseurs de la géopolitique moderne, eh bien, nous permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et ce livre est vraiment très, très sourcé, très réfléchi, on va dire. Et c'est une analyse au long terme sur quelque chose qui se passe et qui est en train de brûler devant nos yeux, que tout le monde n'arrive pas forcément à comprendre. Je voudrais commencer par un extrait de votre livre, où vous parlez de lignes rouges, justement. Vous dites, en géopolitique ou dans les relations entre les nations, qu'il s'agisse de faire la guerre ou de négocier la paix, une règle essentielle, fondamentale à mes yeux, dites-vous, est de tenter de comprendre les ressorts de l'adversaire, sans l'excuser naturellement, mais de comprendre comment il voit les choses de sa fenêtre, afin d'anticiper ses réactions ou ses attitudes dans le conflit ou dans l'élaboration d'un compromis éventuel, de connaître, comme on dit aujourd'hui, ses lignes rouges, de lui faire connaître en même temps nos propres lignes rouges et donc de le dissuader de les tester, tout en évitant l'escalade autant que faire se peut, surtout s'il s'agit d'un voisin nucléaire de surcroît qui ne déménagera pas et avec lequel il faudra bien coexister. Alors problème, justement, ces lignes rouges, on a expliqué qu'on n'en avait pas, nous. C'est Jean-Noël Barrot qui a dit ça sur BBC ce week-end. Je propose de l'écouter rapidement. President Macron previously didn't rule out putting troops on the ground. So can you see a day when French troops might be deployed in Ukraine? What President Macron said is that we should not set and express red lines. We should set a strategic ambiguity and not say what we ought or what we ought not to do. And this is the reason why we do not discard any option publicly. We will support Ukraine as intensely and as long as necessary. Why? Because it is our security that is at stake. Que je redonne la traduction rapidement, c'est que le président... Je comprends. Oui, non, mais c'est pour les auditeurs. C'est que nous ne devrions pas fixer de lignes rouges, on doit mettre en place une ambiguïté stratégique et non dire ce que nous devons faire ou ne pas faire. C'est la raison pour laquelle nous n'écartons aucune option. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi intensément, aussi longtemps qu'il le faudra. Pourquoi ? Parce que c'est notre sécurité qui est en jeu. Et justement, vous dites que cette sécurité, elle est en jeu, mais peut-être à cause de cet engrenage. Pierre Lelouch. Il y a tellement de choses oui. dans tout ça. J'ai travaillé sur ce livre depuis le début de la guerre. Avant le déclenchement de la guerre et pendant le déclenchement de la guerre, je n'ai cessé de dire que cette affaire était une folie, qu'il fallait l'arrêter, l'empêcher, que ça allait déclencher des forces que personne ne contrôlerait, que les conséquences seraient globales, et nous y sommes. Il y a eu des conséquences économiques catastrophiques, multiplication des prix de l'énergie par 4 ou 5. Les prix du panier de la ménagère alimentaire ont augmenté de 25%. Ça, c'est, j'allais dire, peut-être le moins grave. Ce que cette guerre a fait, c'est d'abord nous faire rentrer dans des décennies de guerre. Il y a 30 ans, on pensait qu'on en avait fini avec les guerres. 30 ans après la fin de la guerre froide, c'est reparti pour un tour. Et partout, l'Institut stratégique de Londres a décompté 150 guerres en même temps, dans tous les coins de la planète. De façon totalement décomplexée aujourd'hui, tout le monde attaque tout le monde. La deuxième chose que ça fait, c'est que ça réouvre l'avenir stratégique de l'endroit entre l'Allemagne et la Russie, qui a toujours été le pivot de la clé de voûte de la stabilité du continent. C'est cette zone, ces terres de sang qui sont comprises entre l'Allemagne et la Russie. Il y avait un accord en 1945, cet accord a volé en éclats. On est en plein dans la guerre de sécession d'Ukraine, qui est une vieille histoire qui remonte à 900 ans. C'est pas commencé hier, l'affaire d'Ukraine. Bref, cette affaire est devant nous. Nous allons avoir une négociation l'année prochaine. Le problème, ça va être d'avoir un traité de paix durable et d'éviter de faire ce qu'on a fait en 1918, c'est-à-dire refermer la plaie en laissant l'infection dedans. Et là, le rôle des Européens va être majeur et pour l'instant, on n'y est pas prêt. Et l'autre chose que ça a fait, cette guerre, c'est que ça a créé une alliance russo-chinoise et derrière elle, l'arrivée des Coréens et des Iraniens et derrière eux, le Sud global contre l'Occident.
Donc, on voit apparaître un monde anti-occidental, déterminé à en finir avec nos valeurs, avec le dollar, avec les sanctions qui vont avec le dollar. Et on a découvert au fil de cette guerre que, alors que nous étions absolument convaincus de nous battre pour les grands principes universels que tout le monde partagerait, eh ben, ils ne partagent pas. Voilà. Et ils considèrent que nos indignations sont à géométrie variable, qu'ils ont subi la colonisation occidentale et qu'ils n'en veulent plus. Voilà. Peut-être si vous voulez bien. C'est tout ça qui est en cours. Alors maintenant, j'entends M. Barrot reprendre les propositions du président de la République du 26 février de cette année 2024, que je démolis systématiquement dans mon livre parce que c'est une folie. Aller injecter des forces françaises dans une guerre où il y a déjà 1 million de victimes, 1000 km de front, alors qu'on n'en a pas les moyens, et que ça nous conduirait à une escalade que nous ne contrôlerions pas. Si on met, je vous donne un exemple très précis. Vous mettez des forces. D'abord, les Américains sont contre depuis le début parce qu'ils veulent justement éviter la Troisième Guerre mondiale. Mais supposez que vous mettiez des forces françaises aujourd'hui le long de la ligne de front, ou même derrière. Supposez qu'à partir de ce moment-là, ils seront considérés comme belligérants. Oui. Les Russes cibleront ces forces et tueront 100, 200, 1000 soldats français. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Où sont les forces de soutien, les renforts ? On n'en a quasiment pas, puisqu'on a désarmé depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait donc ? On remet des forces qui sont à nouveau décanillées, et après quoi ? On escalade au niveau nucléaire. Donc quand on rentre dans ce genre de jeu, on fait attention à ce qu'on dit. Oui. L'époque est au sang-froid et à la désescalade. Pas à ce genre de déclaration guerrière, surtout quand on n'en a pas les moyens. La ligne de front, elle fait 1000 km. Il y a 1 million de soldats d'engagés. L'armée française, aujourd'hui, n'est pas en mesure de participer sérieusement, durablement, à une guerre de haute intensité. Tous nos militaires le savent. Il faut d'urgence réarmer. C'est une des leçons de cette guerre. La possession de l'arme nucléaire par la France, contrairement à ce qu'on espérait, ne nous protège pas de la guerre. Donc il va falloir recommencer à acheter des armes, réouvrir des casernes, trouver des ouvriers spécialisés. Toutes choses qu'on a systématiquement détruites depuis 30 ans, puisque M. Fabius nous a expliqué en 91 que l'heure était aux dividendes de la paix. Il n'y a plus de dividendes de la paix, donc il faut que le pays se remette à s'occuper sérieusement de sa sécurité. Mais de grâce, n'allons pas expliquer aux gens qu'on va envoyer des forces en Ukraine, c'est juste pas raisonnable. En plus, ça n'est pas possible depuis la dissolution, puisque c'est le Parlement qui doit voter l'envoi des forces, c'est pas le président de la République tout seul. Oui. Donc techniquement, il peut même pas le faire. Donc je sais même pas de quoi mais il il y a parle. des annonces, oui. Alors, Non, mais c'est ça qui est encore terrible. plus grave. Mais oui, mais c'est ça des qui annonces sans suivi démocratique. Et Madame, donc, il je n'est vous pas parle voté. ici en tant que citoyen, puis quelqu'un qui a passé 5 mandats au Parlement. Mais oui, c'est ça. Et Quand ministre. j'entends des discours pareils, une telle déconnexion entre les proclamations et la réalité réelle du pays, sa faillite économique, son blocage politique, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, de s'engager d'une guerre. Enfin, encore une fois, la France a un rôle à jouer dans désescalade, dans la négociation. Aujourd'hui, plus personne ne croit sérieusement que l'Ukraine est en mesure de reprendre les territoires perdus à la Russie. Territoires qu'elle aurait pu éviter de perdre si la négociation sur la neutralité de l'Ukraine avait eu lieu avant. Il y avait un processus de Minsk dont on ne s'est pas occupé. Il y avait des propositions de négociation qu'on a ignorées. Dès les premiers mois du conflit. Il y a eu une négociation russo-ukrainienne qu'on n'a pas soutenue. Maintenant, et je l'ai écrit à l'époque, début 2003. Arrêtez ces histoires d'offensive, parce qu'à la fin de la journée, on va se retrouver dans une situation pire qu'au début. Et nous serons, j'allais dire, co-responsables de cette défaite. Donc il ne faut pas que l'Europe perde avec l'Ukraine. Il faut essayer de sauver le maximum de ce pays, de le reconstruire et d'essayer de l'intégrer le mieux possible dans la famille européenne. C'est ça qui devrait être notre objectif, plutôt que de ces déclarations martiales qui servent rigoureusement à rien, qui n'intimident personne et qui ne règlent rien, surtout. Et c'était pas une première, tout de même. On peut le rappeler que Emmanuel Macron avait déjà évoqué envoyer des gars, je rappelle son propre vocabulaire. En février dernier. En février dernier, sur le sol ukrainien. Donc il y avait déjà une question de co-belligérance, en fait, à ce moment-là. Et là, on se demande, en effet, si les grands principes de la démocratie, pardon, pas de la démocratie, enfin aussi de la démocratie, mais de la diplomatie,
sont retenues. C'est-à-dire que normalement, justement, il y a ce principe de dissuasion nucléaire, il y a ce principe aussi d'afficher la couleur et de tenter de négocier. Là, la dissuasion nucléaire, par exemple, on n'a plus l'air trop d'y croire. Parce que je rappelle qu'en face, il y a eu cet avertissement qui a été fait par Vladimir Poutine de l'envoi du nouveau missile hypersonique, là, qui lui, est capable de porter... Si vous voulez, depuis le début de cette guerre, que les Américains savaient imminente, tout le monde pensait que cette guerre allait durer 3 jours. Oui. Et que l'opération russe, qui était en fait un remake de la Tchécoslovaquie en 68, l'objectif, c'était pas d'aller occuper un pays grand comme 3 fois la France avec 150 000 soldats. Donc l'idée, c'était de décapiter le pouvoir, de prendre le contrôle politique du pays. Ça a échoué. Bien. À partir de ce moment-là, des négociations ont commencé que nous n'avons pas voulu soutenir. À partir du mois d'avril 2022, les Américains et Britanniques ont dit on va aider militairement, on va saigner les Russes, et peut-être que, au vu du comportement de l'armée russe au début, qui était lamentable, il y a peut-être une chance de gagner cette guerre. Et donc le réarmement a commencé très fortement à partir du printemps 2022. Mais Biden, qui est vieux comme moi, et qui a connu la guerre froide, il a mis des conditions. D'abord, il a sorti tout ce qu'il y avait d'Américains de la zone, d'Ukraine et de la mer Noire. Et il s'est arrangé pour dire très clairement aux Russes, je ne veux pas de 3e guerre mondiale. Donc, une sorte de règle implicite s'est installée entre les deux, qui consistait à faire la guerre en Ukraine, mais seulement en Ukraine. D'éviter de déborder sur le territoire russe, et en échange, les Russes ne débordaient pas sur le territoire de l'OTAN, par où transitaient les armes américaines qui passaient par l'Allemagne, la Pologne, etc. Donc on en était là. Sur un conflit localisé. Voilà. Donc on a essayé de confiner la guerre de façon à éviter l'escalade. Le problème, quand je le décris dans le livre en détail, c'est que la guerre, c'est pas linéaire. C'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. La guerre, elle crée sa propre dynamique. Et au bout d'un moment, naturellement, les verrous, ils sautent. Au début, les Américains ont dit no-fly zone, pas de no-fly zone, pas de couverture autant de l'espace aérien ukrainien, ce qui était demandé par Zelensky, pas d'envoi de troupes au sol, no boots on the ground, sinon ça c'est l'escalade, et on évite de tirer à l'intérieur de la Russie. Oui, que du défensif. Voilà, ces verrous sont en train de sauter. Et Macron a été le premier à dire qu'il faut envoyer des forces sur le terrain, aux grandes dames des Américains qui n'en voulaient pas, naturellement pas, et qui ont parlé de small talk, de propos en l'air de la part du président français, ce qui n'était pas glorieux. Mais les missiles qui tapent à l'intérieur de la Russie, Zelensky les voulait. Or, qu'est-ce qui s'est passé là ? À mesure que, depuis l'élection de Trump, on voit bien que les deux parties s'approchent de la négociation et essayent de renforcer au maximum leur position. Et Poutine lui-même a escaladé en faisant entrer dans le territoire, dans la zone de guerre, une force extérieure qui sont les Coréens. Donc il a fait venir 10 000 soldats coréens pour contre-attaquer à Koursk contre les Ukrainiens. À partir de ce moment-là, Biden, donne son feu juste vert. avant de partir, donne son feu vert. Au nom de sa legacy, comme disent les Américains, de son héritage, il voudra être celui qui, jusqu'au bout, a soutenu l'Ukraine. Sauf que, naturellement, cette frappe à l'intérieur de la Russie, accompagnée par les Anglais, ces frappes ne peuvent se faire qu'avec des conseillers occidentaux, naturellement, parce que ce sont des systèmes complexes à mettre en œuvre. Et donc les Russes disent, ben voilà, nous sommes agressés, maintenant la guerre. On renverse l'équation du côté russe. Après avoir été agresseur, ils se considèrent comme agressés. Oui. Et on est maintenant dans une escalade effectivement dangereuse, que du côté français, on dit, mais non, tout ça, c'est des mots en l'air, etc. Moi, j'espère qu'ils ont raison, tous ces braves gens qui nous expliquent que c'est pas grave. C'est grave. On est dans une situation où si quelqu'un fait une erreur de calcul, on se retrouve comme en 1914 avec une escalade et des millions de morts pour, au départ, une question qui était totalement localisée, qui était est-ce que oui ou non le Donbass peut bénéficier d'un système fédéral à l'intérieur de l'Ukraine. C'était quand même ça, les accords de Minsk. Hein, comme on n'a pas été foutu de faire vivre cet accord, on est rentré ensuite dans Maïdan numéro 2, la Crimée, etc. C'est ça qui s'est passé.
On aurait pu éviter cela. Est-ce que vous pouvez revenir justement, parce que vous le faites dans votre livre, sur, on ne va pas dire toutes les erreurs occidentales qui ont été faites. Et Dieu sait que vous rappelez à chaque fois que la Russie est celle qui a agressé et qu'il n'est pas question de dédouaner la Russie. Mais malgré tout, vous dites, depuis le début, on parle de nos valeurs internationales, etc. Et en fait, on est critiquable sur nos propres actions. Parce que le fond du sujet, c'est que l'Ukraine n'a jamais été dans l'écran radar des Occidentaux, ni des Américains, ni des Européens. Et la question se pose depuis longtemps, depuis des siècles. Je rappelle que l'Ukraine, c'était 600 ans d'occupation polonaise et ensuite 300 ans d'occupation russe. Pendant très longtemps, on a considéré que l'Ukraine faisait partie de la Russie, aussi bien les Américains que les Européens. Au moment du... Et l'Ukraine est réapparue à chaque fois qu'il y a eu une crise ou une révolution en Russie. En 1917... Révolution russe, Première Guerre mondiale. 1941, l'arrivée des nazis et la Deuxième Guerre mondiale. Et 1991, effondrement de la Russie. Et 3 fois, pof, le nationalisme ukrainien réapparaît. Et la question est posée aux Européens, qu'est-ce qu'on en fait ? À Versailles, en 1918, on a renvoyé au bain, si j'ose dire, la délégation ukrainienne en lui disant de s'arranger avec le maréchal Koltchak et que leur avenir, c'était en Russie et pas avec nous. Les Américains, comme les Français, les autres... Pas de réponse. En 1945, après que Staline ait dessiné les frontières actuelles de l'Ukraine, c'est Staline qui l'a fait. Après avoir repris un certain nombre de territoires du côté de la Roumanie, etc., de la Pologne, l'Ukraine de 1945, personne ne l'a remise en cause. Mieux, au moment de l'indépendance ukrainienne en 1991, George Bush, président des États-Unis, le père, dit à Kiev, je suis contre l'indépendance de l'Ukraine. François Mitterrand est contre l'indépendance de l'Ukraine. En 1994, Américains, Occidentaux et Russes dénucléarisent l'Ukraine et récupèrent, tenez-vous bien, 5000 armes nucléaires qui étaient déployées en Ukraine. Donc, pendant très longtemps, la question de l'indépendance de l'Ukraine ou de son appartenance à l'OTAN ne se posait pas. Elle s'est posée au fil de la dégradation des relations américano-russes dans les années 90. Oui. Et plus l'OTAN allait vers l'Est, plus les Russes se raidissaient. Et plus les Russes se raidissaient, plus la question ukrainienne est devenue saillante, jusqu'au fameux sommet de Bucarest en mars 2008, où Sarkozy était président, Merkel. Et là, on a affaire au fils Bush, qui, contrairement à son papa, le fils Bush voulait immédiatement élargir l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. C'était l'accomplissement de son règne. Il partait peu après. Et Sarko et Merkel disent non, ce sera une cause de la guerre. Donc là, on signe un compromis, rédigé par un de mes amis, d'ailleurs, un diplomate français. Comme toujours dans ce genre de cas, c'est le pire des compromis. On dit l'Ukraine et la Géorgie ont vocation à rentrer dans l'OTAN, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que les Russes comprennent qu'on va élargir, et en même temps, ces pays ne sont pas protégés. Résultat des courses, 4 mois plus tard, en plein été 2008, le président géorgien croit qu'il est protégé, donc il lance ses chars contre les Russes pour récupérer une enclave russe qui s'appelle l'Ossétie du Sud. Il y a 2 enclaves russes en Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Il dit, je reprends l'Ossétie du Sud. Pas de chance, Poutine envoie son armée, et c'est Sarkozy qui arrête les chars russes devant Tbilissi. Donc l'avertissement était hyper clair. Et qu'est-ce qui se passe 4 ans plus tard ? On recommence, on va à Kiev. Cette fois-ci, c'est la Commission européenne, c'est même pas les Américains, la Commission européenne dit on va faire un accord de libre-échange douanier avec la Russie, mettre de l'argent sur la table. Et Poutine dit non, l'Ukraine n'ira pas à l'ouest. Et à ce moment-là, figurez-vous, je rencontre personnellement Poutine en septembre 2013. J'accompagnais François Fillon, mais on a un tête-à-tête avec Poutine. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Il me dit, je ne laisserai jamais partir l'Ukraine. Je préférais la détruire. Bon, c'était clair. Le message était passé de tous les côtés. C'était sa ligne rouge à lui. C'était sa ligne rouge. Bon, à partir de là, il y a 2 solutions possibles. Ou bien vous négociez, ou bien vous réarmez fortement, et vous dites, non, l'Ukraine a vocation à nous rejoindre. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Ni l'un ni l'autre. On a désarmé. On s'est shooté au gaz russe et on a dit on élargit l'OTAN. Donc il y a quelque chose qui cloche. Oui. Soit c'est le nini en matière stratégique, c'est catastrophique. Donc on a affaire à des Russes, tous les Russes, de Gorbatchev, Yeltsin, Solzhenitsyn, c'est ce que vous rappelez, et même Navalny, toujours considérés
l'Ukraine comme faisant partie de la Russie, c'est une réalité. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est ça le sujet. Alors après, vous faites quoi? Soit vous vous donnez du temps pour développer l'Ukraine et vous réarmer et vous gardez le pont ouvert, proposé Brzezinski à l'époque, dans les années 90, mais pas le désarmement plus la drogue du gaz russe, c'est quand même la base du système allemand, et ensuite on va dire, ah non, on va soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, on va envoyer des forces. De grâce, un peu de sérieux. Jusqu'au dernier Ukrainien, hein, comme disent certains sénateurs américains. Un peu de sérieux. Tout ça, c'est ça les somnambules dont on parlait Christopher Caldwell en 1914. Des dirigeants qui ne comprennent rien à ce qu'ils font, prennent rien à l'histoire et qui pilotent au fil des phrases, des motos. Le motto actuel, la mantra actuelle, c'est as long as it takes, aussi longtemps que nécessaire. Qu'a répété M. Barrault, d'ailleurs, dans son interview, on soutiendra autant que nécessaire. Oui. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi, ambiguïté stratégique? Ça veut dire quoi? Vous savez ce que disait Clausewitz? Et ça, c'est une phrase fondamentale dans ce genre d'affaires. Le dessein politique est le but. La guerre est le moyen. Un moyen sans but ne se conçoit pas. Donc, la question que je pose à M. Barrault, à M. Macron et leurs petits camarades de jeu, c'est quoi votre but? On connaît le but des Russes. Oui, il est affiché. Votre but, c'est quoi? Et avec quels moyens? Si le but consiste à préparer la négociation, préparons la négociation, si possible en évitant une escalade de la guerre avant le mois de janvier ou février, parce que tout le monde attend l'arrivée naturellement de Trump, oui. Qui n'est pas magique. Mais ça sous-entend quoi? Qu'il va y avoir un accord russo-américain pour essayer de trouver un compromis autour de cette zone stratégique. Comme Trump, et qu'il l'a déjà dit, et son vice-président, qui est l'intellectuel de service, J.D. Vance, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent arrêter la guerre, ils veulent confier le bébé aux Européens. Vous êtes assez grand pour vous occuper de la stabilité de l'Ukraine et vous allez payer pour sa reconstruction. Puis nous, on va s'occuper surtout de la Chine et accessoirement du Moyen-Orient. C'est comme ça que les Américains voient les choses. Après, ça fait 3 ans que la guerre, elle dure, qu'on sait tout ça, mais que l'Europe ne se prépare pas. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une espèce de panique générale. Ah là là, Trump arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont eu 3 ans pour réarmer. Ils ne l'ont pas fait. Pour voir Trump arriver, mais ils n'ont pas vu arriver. Ils n'ont pas voulu voir arriver. Oui, bien sûr. Je suis un des rares à l'avoir dit publiquement avant. Il a toutes les chances d'être élu, oui, bien sûr. Comment vous expliquez, on peut appeler ça précipitation, vous avez dit testament, de Joe Biden, justement, alors qu'on sait que et Donald Trump a déjà passé un coup de fil à Vladimir Poutine pour justement mettre en place cette négociation, ce cessez-le-feu, au moins. Comment vous expliquez ce dernier feu vert de Joe Biden sur des tirs de missiles à longue portée? Est-ce qu'il y a derrière un emportement, certains diront des néocons ou autres qui veulent véritablement la guerre? Moi, c'est surtout une haine recuite entre les deux. Je crois que Biden a voulu piéger Trump dans quelque chose en créant une situation qui est assez compliquée à gérer, puisqu'il ne peut pas la gérer. Trump, il n'est pas à la Maison-Blanche. Il va devoir vivre les conséquences que Biden aura déclenchées. Je pense qu'il y a beaucoup de haine, et beaucoup de haine s'est jouée autour de l'Ukraine entre les deux. Rappelez-vous que Biden, c'était le point man, comme on dit là-bas, d'Obama pour l'Ukraine. C'est lui qui était chargé de dossiers ukrainiens. En Ukraine... Mais il se trouve que son fils avait des dossiers privés. Son fils était employé par une société ukrainienne, gagnait plusieurs millions de dollars, et Trump le savait, et il a essayé de demander à Zelensky, nouvellement élu, de déclencher une enquête sur le fils Hunter Biden à l'époque. C'est ça qui avait déclenché sa première procédure de destitution. Donc il y a un vieux dossier haineux entre les deux. Oui, et d'ailleurs, on peut se rappeler, je crois, de l'échange téléphonique qu'on avait, nous, déjà diffusé entre Joe Biden et le procureur, demandant d'arrêter les enquêtes sur son fils. C'est intéressant. Joe Biden, encore, vous le rappelez dans votre livre, qui n'a pas toujours été très fin non plus avec Vladimir Poutine sur ces questions-là, puisque vous dites que de retour d'un voyage à Moscou en 97, il eut ces mots: « Les Russes ne veulent pas entendre parler de cette expansion de l'OTAN et ils menacent. Si vous faites cela, on va devoir se tourner vers la Chine.
Alors je n'ai pu m'empêcher de leur dire, vous savez quoi, bonne chance, et si ça ne marche pas, essayez l'Iran. Et vous dites, l'auditoire à ce moment-là a éclaté de rire, sauf qu'aujourd'hui on y est. On a la Chine et l'Iran. Oui, Biden, c'est un sénateur du Delaware qui est quand même, il faut le savoir, une des lessiveuses les plus efficaces au monde pour l'argent sale. C'est ça le Delaware. Et Biden c'est un professionnel de la politique depuis toujours, qui est pas particulièrement brillant. Et cet échange est dans un film de l'INA. Il est disponible, on peut le voir. On voit Biden encore fringant, il devait avoir une 50aine d'années, revenant d'un voyage en Russie, à une époque où l'OTAN s'élargit à toute vitesse. Poutine n'est pas encore au pouvoir, c'est 2 ou 3 ans avant. C'est Primakov c'est Yeltsin et Primakov au pouvoir. Et les Russes sont déjà de plus en plus énervés par l'élargissement de l'OTAN et pensent, comme ils vont pas être reconnus à parité, c'était leur but, de rester une grande puissance reconnue à parité par les États-Unis. Les États-Unis considéraient que c'était plus qu'une puissance régionale, comme disait McCain, une grosse station-service avec des bombes atomiques. Vous vous rappelez ça, oui. Donc Primakov est l'inventeur de ce basculement eurasiatique où la Russie s'allierait avec un grand pays musulman, parce qu'elle a quand même 25% de musulmans dans la Fédération de Russie. Donc l'alliance avec l'Iran, et puis surtout avec le pays le plus peuplé, la Chine, et le plus riche. Donc c'est ça le triumvirat de départ. Les Russes expliquent ça à Biden, et Biden le dit « Ah bon, vous voulez vraiment que vous alliez avec la Chine ? Eh ben, good luck !» Et tout le monde se marre, parce qu'on trouve ça très drôle. La Russie n'a évidemment pas d'option à leurs yeux. Oui, jusqu'à ce que les Russes, qui sont un vieux peuple résilient, qu'on ne doit pas... Je veux dire, nous, on habite à côté d'eux. On a été à Moscou, nous les Français. Et ils sont venus à Paris. Et Victor Hugo le raconte, quand il était petit, il avait vu les forces, les Cosaques, camper là sur les Champs-Élysées. Il s'en souvient très bien. Donc quand on a cette histoire, on fait attention, on sait qu'ils vont pas déménager, on les dissuade. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle. Oui. Bombe atomique. Et puis en 66, quand les Mirage 4 pouvaient aller à Moscou, il a ouvert la politique de détente. On fait ça. On fait la dissuasion et le dialogue. Mais pas des rodomontades quand on désarme. Et c'est ça qui est insupportable pour quelqu'un qui a passé sa vie à s'occuper de relations internationales. Je connais bien les Russes, ils sont très durs, mais les Américains aussi d'ailleurs. Oui. Chacun défend ses intérêts nationaux. Nous aussi, on devrait. Je voudrais ouvrir, pour finir, un tout petit peu le champ, parce que j'ai trouvé cette analyse également très intéressante. D'abord, vous dites, on oublie les identités, l'histoire de ces peuples, et si on s'attardait un tout petit peu à cette histoire, on comprendrait mieux ce qui se passe. Bon. Et vous dites Boutcha, Gaza, même combat, 2 peuples, 2 identités en lutte pour un même territoire sur les ruines d'arrangements diplomatiques et territoriaux anciens. Et vous précisez d'ailleurs indépendance ukrainienne de 1991 et création de l'État d'Israël 1948. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parallèle que vous faites entre Boutcha, donc, qui était attaqué sur l'Ukrainien, et Gaza? Il y en a beaucoup de parallèles. J'explique que la guerre d'Ukraine a métastasé au Proche-Orient. Elle a percuté les opérations du Hamas et la diplomatie de l'Iran. Mais plus généralement, avant de rentrer dans ce parallèle-là, le point général que je fais au début du livre, c'est que les identités qu'on croyait mortes avec la mondialisation ont ressurgi. Au contraire, on pensait avoir créé un système où les peuples étaient devenus interchangeables parce que c'était des peuples de consommateurs. Tout le monde avec les mêmes baskets, les mêmes survêtes, le même Coca-Cola, le même hamburger, etc. Et donc on pourrait la fin de l'histoire, changer les peuples, tout ça, ça n'avait aucune importance, vive la financiarisation de l'économie et que tout le monde serait content comme ça. Pas du tout. On s'aperçoit que tout le monde peut manger des hamburgers et des baskets, avoir des baskets aux pieds, mais on se fait quand même la guerre parce que sous la mondialisation, les identités persistent. Et même s'accroissent. Et même s'accroissent. Bon, et on voit ressurgir, en effet, des conflits mal éteints. L'Ukraine est un conflit mal éteint, comme je le disais, depuis la révolution russe, qu'on n'a jamais voulu regarder en face. Et la question palestinienne et la question d'Israël, née du génocide des Juifs en Europe, elle perdure depuis la naissance d'Israël. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que les 2 guerres, la guerre en Europe, elle a métastasé là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on y retrouve les mêmes acteurs. Qui aurait pu penser que les Iraniens
fournissent des missiles et des drones à la Russie pour frapper l'Ukraine, que les Chinois qui aident la Russie aident également l'Iran à vendre son pétrole, que l'Iran, la Chine et la Russie font des manœuvres militaires communes dans le Golfe Persique. Donc vous avez une imbrication des conflits. Le programme nucléaire iranien, qui est très très important, qui est central pour l'avenir de la région, ce programme, il a été placé sous contrôle après 13 ans de négociations, lancé par les Européens, avec le soutien. L'accord de 2015, c'était le fameux JCPOA, c'était l'accord garanti par les Américains, les Européens, les Russes et les Chinois. Aujourd'hui, il n'y a plus d'accord. Et ce sont les Russes qui aident les Iraniens à développer leur programme nucléaire. Donc là, vous voyez, il y a un lien extrêmement direct. Il y a le même lien qui se produit avec la Corée du Nord. Tout ça va se traduire par une montée en flèche de la prolifération nucléaire dans toutes ces régions. La Corée du Nord est en train de créer une panique dans toute la région asiatique avec pression pour la nucléarisation de la Corée du Sud et probablement derrière du Japon. Et en Proche-Orient, si l'Iran a la bombe, et ils vont de plus en plus vite, tous les chefs d'État de la région que j'ai rencontrés, du Turc Erdogan au patron des Émirats, aux Saoudiens, aux Égyptiens, ceux-là ne laisseront jamais l'Iran chiite seul avec la bombe atomique. Donc les programmes nucléaires de ces pays vont s'accélérer. Ouais. C'est pour ça que je dis que cette affaire ukrainienne est une tragédie, que de l'avoir laissé se développer est une folie, et que de continuer à faire des rodomontades aujourd'hui, c'est la dernière chose à faire. Il faut calmer le jeu, sans froid, essayer de régler ça le moins mal possible, et il faut que les Européens se préparent à une montagne de problèmes. Comment stabiliser ce pays qui va sortir exsangue sur le plan économique, politiquement totalement instable, surmilitarisé. Ça va être un problème immédiat. Comment contribuer à la zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie? Où trouver l'argent pour reconstruire l'Ukraine? Où trouver l'argent pour réarmer nos armées? Voilà les problèmes qui sont devant nous. Et comment vous expliquez votre analyse est très claire. Et puis on en a entendu d'autres, Emmanuel Todd, Dominique de Villepin, dans un autre style, ont tenté aussi de prévenir sur ces questions-là. Toutes, vous aussi, par votre expérience, vous savez de quoi vous parlez. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ce discours ne puisse pas... D'abord, madame, parce que mon livre fait l'objet d'une omerta absolue dans toutes les chaînes publiques. France Inter, France Info, les chaînes publiques. J'ai dû faire une seule émission depuis que le livre est sorti. Ouais, c'est impressionnant. Pas le moindre article dans Le Monde, ni dans la presse bien pensante, Le Point, l'Express. Tout ce qui est tenu par les gens autour du pouvoir de Macron, omerta totale sur le livre. Heureusement que des médias comme vous existent, ou que CNews existe, ou que Figaro existe, mais sinon c'est catastrophique. La polarisation en France est devenue telle que le débat est impossible. Donc si on considère... Alors ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on pique les idées du livre. Je peux vous montrer des articles après articles où on reprend les thématiques du livre que j'ai mis 2 ans à mettre bout à bout, parce que tout ça... Aujourd'hui, on le voit, mais on ne le voyait pas il y a 2 ans ou 3 ans. Tout à fait. C'était des morceaux qui pendaient comme ça, des fils qui avaient l'air complètement disparates, mais qui en fait forgent un système stratégique nouveau. Donc tout le monde se pompe à l'intérieur du livre, mais se garde bien de citer, parce que les conclusions les dérangent. Les conclusions, c'est 1, vous êtes des nuls. 2, faut réarmer. Ah bah oui, vous êtes juste pas bon du tout. Pas bon. Quand en plus on est dans un pays... Dangereux, peut-être. Oui, potentiellement dangereux. 2, vous devez prendre des décisions que vous êtes incapable de prendre. Donc ça leur fait pas plaisir du tout. Eh bien, merci beaucoup Pierre Lelouch d'avoir joué le jeu, de venir justement sur ce média, on va dire, alternatif, comme on dit, Talk 5 et justement aujourd'hui vous avez été regardé nous sommes la première chaîne sur YouTube encore aujourd'hui à notre créneau horaire. J'invite à regarder matinale. Le bouquin parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Exactement, vraiment, je le précise et je la mets ici, Pierre Lelouch, c'est un livre que j'ai lu et que je recommande vraiment parce qu'il est ultra sourcé, très très enrichissant, beaucoup aussi d'analyses de Pierre Lelouch qui connaît le terrain puisqu'il a été ancien conseiller diplomatique, ministre, spécialiste des questions internationales, député sur ces sujets-là évidemment. Donc vraiment ici vous avez du fond et une analyse très très intéressante que vous ne pourrez pas lire ailleurs, je le précise, Engrenage aux éditions Odile Jacob. Merci encore Pierre Lelouch, merci
à vous tous, chers amis. Comme je vous le disais, donc on était les premiers, la première matinale YouTube de tout le YouTube français. La première matinale, encore une fois, aujourd'hui, 7600 en direct en instantané. Ça veut dire déjà 50 000 quand on raccroche, quand on compte en cumulé. Merci infiniment pour votre confiance. Merci de continuer à nous porter tous les jours. Vous continuez à nous mettre des pouces. Vous savez, on marche avec les algorithmes. Il faut mettre des pouces et des cœurs. Vous pouvez continuer aussi à vous abonner. Appelez vos amis pour qu'ils continuent de s'abonner. Qu'on soit 300 000 abonnés YouTube. On est aux toute jeune chaîne YouTube et on est déjà presque aux 300 000. Et je compte sur vous pour qu'on y arrive à Noël. Et je vous dis à demain, 7h30. Chers amis, à demain.